Merci. Merci de ton invitation, Eric. Voilà, en début de journée, Catherine Cornibert disait qu'à l'origine, il y avait 4 hommes, et tout à fait, mais j'avais envie d'en rajouter un 5e, outre Marc-André Dropierre, effectivement, qui était Yves Léopold, puisque nous avons commencé à travailler sur ce problème de la souffrance aux soignants avec la collaboration d'Yves Léopold, donc, qui était médecin conseiller ordinal, administrateur de la CARMF en Vaucluse, et qui est celui qui a fait la première étude sur le suicide des médecins en Vaucluse en 2003, constatant qu'il y avait vraiment une surmortalité par suicide des médecins dans ce département. J'étais moi-même à l'époque praticien hospitalier, puisqu'on peut passer effectivement de l'hôpital au privé, et je m'occupais de la prévention du suicide dans le département, et tout naturellement nous avons été amenés à travailler ensemble. Alors je ne sais pas, il y avait 2 diapos, Catherine, je ne sais pas si c'est possible de les avoir. Voilà, donc merci. L'évolution rapidement, parce que pour parler des innovations actuelles, je pensais que c'était quand même bien de s'inscrire dans un développement historique. C'était la création de ce qui était peut-être l'ancêtre, même si on n'en parle plus trop actuellement, c'est donc qui était l'APSS, l'Association pour la santé des soignants, né de la collaboration entre la CARMF et le Conseil national de l'ordre des médecins, et avec laquelle nous avons ensuite collaboré assez rapidement pour avoir dès 2011 une autorisation pour créer une unité dédiée pour la souffrance des soignants. Et pour la petite histoire assez malheureuse, cette autorisation est arrivée au décours d'un drame qui venait de survenir à l'hôpital de Montpellier avec le décès par suicide d'un médecin. On a commencé donc à travailler, j'allais dire, un peu empiriquement, à découvrir des choses, à accueillir des soignants, à construire notre savoir progressivement. Nous avons organisé une première réunion scientifique en 2013, qui était un peu la préfiguration de ce qui est actuellement en train de se déployer, notre réseau d'union pour la santé des professionnels, pour les professionnels de santé. Et petit à petit, nous avons commencé à essayer de structurer notre réflexion en établissant notre charte avec le Conseil national de l'ordre des médecins, avec le partenariat duquel nous voulons toujours fonctionner, et également avec nos divers partenaires à côté de qui je me trouve. Donc la création à la fois d'une charte et d'un cahier des charges pour voir comment on peut essayer ensemble d'arriver à mettre en place le soin le plus efficace pour nos confrères. Et donc, nous avons effectivement, à l'occasion de l'inauguration de notre unité, fait notre 2e journée scientifique où nous avons pu réunir les partenaires de notre réseau, avec notamment les membres des différentes associations, que nous avons appelées bien évidemment journée Yves Léopold. Alors, si on peut avoir la diapositive d'après. Donc, quelle expérience nous avons si on essaye de se retourner maintenant? C'est à peu près une expérience sur ces quelques années d'environ 180 médecins accueillis, beaucoup plus d'infirmières, d'aides-soignants évidemment. Je ne vous donnerai pas le chiffre parce que pour des subtilités informatiques, c'est plus simple de noter les médecins que les infirmiers et les autres personnels soignants. On est en train d'essayer d'améliorer les choses. On travaille énormément, évidemment, en réseau, ce qui nous a amené à accueillir des soignants de toute de tout le territoire, même le territoire ultramarin, puisque nous avons eu des gens de Corse, de la Réunion, des Antilles, etc. Et également avec les autres unités, quand il a fallu dépayser des soignants, parce que c'est trop compliqué pour quelqu'un de se faire hospitaliser dans un lieu où tout le monde le connaît, où il est connu de tout le monde, de pouvoir l'accueillir évidemment très rapidement. Dans des délais d'admission, ce qu'on constate, c'est que ce qui reste une grande réalité, c'est que les délais d'hospitalisation doivent être extrêmement courts. Il faut pouvoir accueillir quelqu'un dans les 24-48 heures, sinon très souvent malheureusement l'acceptation du soin passe, et la difficulté à accepter le soin, je vous rejoins tout à fait dans ce que disent les médecins qui sont hospitalisés, c'est cette difficulté à accepter, et parce que nous faisons des statistiques sur le profil des médecins qui sont hospitalisés, c'est dans 95% des cas le sentiment d'avoir beaucoup trop attendu avant d'accepter une hospitalisation, et donc d'arriver dans un état de crise, dans un état de dégradation beaucoup trop prononcé. Des séjours effectivement courts, ça reste stable. J'avais dit ça l'année dernière lors du précédent colloque. Effectivement, des séjours à 22-23 jours, ce qui correspond souvent à la durée que l'on se donne pour les vacances, environ 3 semaines. Souvent des hospitalisations qui sont calées sur ce qu'on peut se donner sur les congés annuels.
Alors ce que nous essayons de proposer, c'est à la fois des programmes de soins personnalisés, qui seront des programmes de soins classiques, mais qui vont devoir, du fait de cette durée limitée, des programmes de soins intensifs, où nous allons effectivement développer beaucoup les prises en charge de groupe, pour créer à la fois un effet facilitateur, porteur du groupe, mais en même temps qui devront toujours être adaptés, personnalisés à l'individu en soi. Comme disait Olivier Drevon, voilà, excusez-moi. Comme disait Olivier Drevon, on est obligé d'individualiser chaque fois le programme pour chacun. On ne peut pas avoir un programme univoque qui va se décliner automatiquement. Il va falloir le faire rentrer, l'adapter pour que le patient soignant puisse s'y retrouver et puisse progressivement arriver à progresser toujours assez rapidement. Donc, qu'est-ce que nous avons développé? Nous avons développé effectivement des prises en charge, beaucoup de prises en charge en groupe, avec le burn-out, des groupes autour des addictions, des groupes autour de l'affirmation de soi, des groupes de relaxation, des documents de psychoéducation qui permettent d'avoir une espèce d'unicité dans ce qu'on développe, des techniques psychothérapeutiques qui permettent d'aider le patient à retrouver assez rapidement un équilibre entre les différents domaines de sa vie, pas uniquement l'aspect professionnel, mais également pouvoir intégrer dans un équilibre beaucoup plus global, à la fois sa profession, sa santé physique, qu'on essaye évidemment de ne pas oublier, sa vie personnelle. Également, nous sommes sur des actions aussi de recherche et de communication. Bien évidemment, nous faisons de l'évaluation clinique. Nous essayons d'avoir l'évaluation, pour l'instant, la plus fine possible, à la fois des aspects de personnalité, des aspects de psychiatrie, clinique, dépression, anxiété, etc., de niveau de addiction. Et nous participons au diplôme interuniversitaire en tant qu'enseignant de Paris-Toulouse et à différentes actions de communication comme ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir après ces quelques années de pratique? Qu'est-ce que nous disons? Je rejoignais tout à fait ce que disait le professeur Truchot tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment un engouement. Nous sommes un tel travail demande vraiment beaucoup de mobilisation de la part des équipes. Il y a la satisfaction compassionnelle. On est vraiment dans une espèce comment dirais-je, d'un peu de suractivité enthousiasmante, mais qui nécessite des moyens. Ça, c'est une réalité avec l'ensemble du réseau, d'essayer d'arriver à créer tout ça ensemble. Continuer dans cette voie-là avec effectivement des actions de formation, de partage, d'échange avec nos différents partenaires. Voilà, formation, professionnalisme, de l'expérience et de l'humilité, c'est là où nous en sommes après ces quelques années. Voilà, je vous remercie.